Bien, bonjour à tous. Nous sommes vendredi. Le vendredi, c'est le beau cantage médiatique. Cette fois-ci, ce ne sera pas la résidence, ce sera en direct de Canal 10 de RHT qui est d'ailleurs là. Bonjour, monsieur Cornélie. Bonjour, Danick. Merci d'être là. Bonjour aussi à Olivier. Bonjour à tous. Je ne peux pas te dire bonne année, nous devons dire bonne année. Bon. Et notre ami Jacques Dancal arrive aussi dans un instant. L'actualité, ce sera la fermeture de BMW. Quelle solution pour la clientèle? On en parlera tout à l'heure. Moment de détente entre les mères et les filles, des journées solidaires du bien-être des parents. Très important, ça, Olivier Gogna était sur place. Mais aussi, on parlera du CSBT, le Sainte-Anne. Mais on va commencer par un sujet, parce qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'international de Hors Guadeloupe. On va commencer par un sujet de Maurice Cessé sur une question qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, sa rencontre avec Manuel Valls. Manuel Valls, c'est le nouveau ministre qui a été nommé récemment, et on va entendre un petit peu ce qui s'est passé. On regarde ce sujet et on revient tout de suite avec nos trois confrères qui sont déjà là. Outre-mer 2, je me trouve au ministère des Outre-mer où depuis quelques jours les rencontres se multiplient entre le nouveau ministre des Outre-mer et des parlementaires, des élus des régions d'Outre-mer. C'était aujourd'hui le tour de Victorien Luel, sénateur de Guadeloupe, de rencontrer le ministre. Plusieurs sujets ont été abordés, dont l'évolution institutionnelle, le budget Outre-mer ou encore l'insécurité en Guadeloupe. Je vous propose d'écouter Victorien Luel. Manuel Valls, à sa demande, m'a reçu, comme il le fait avec d'autres parlementaires et d'autres personnalités. On s'est vu longuement hier aussi au Sénat, puisque c'était l'examen de la mission Outre-mer, disons le budget Outre-mer. Et c'est vrai que le ministre arrivant, ayant le titre de ministre d'État, ça veut dire qu'il a l'écoute et la confiance du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui tient les cordons de la bourse. C'est un point très important, je le lui ai dit, c'est pas simplement symbolique et honorifique. Ça veut dire que dans la hiérarchie protocolaire, il est deuxième, Borne deuxième, lui troisième, pardon, dans le rang protocolaire. Ensuite, dans les arbitrages, un titre de ministre d'État, quand vous avez du poids politique, ça sert. Et donc d'ailleurs, il a obtenu près de 700 millions en plus. Si on avait voté à l'époque le budget Barnier, porté et défendu à l'époque par François-Noël Buffet, ancien sénateur, aujourd'hui encore ministre auprès du ministre de l'Intérieur, c'eût été une catastrophe. Et là, hélas, il a fallu attendre la catastrophe sociale, politique et sécuritaire en Nouvelle-Calédonie pour en prendre conscience de la nécessité d'accorder une priorité aux Outre-mer. Et puis la catastrophe naturelle exceptionnelle Chido, s'abattant et abîmant Mayotte, a fait prendre une conscience plus aiguë de la priorité à accorder aux Outre-mer. Hier, ça s'est traduit au Sénat par des enveloppes augmentées de à peu près 700 millions. Alors, nous, on l'a voté en disant c'est mieux, on retrouve à peu près le budget de 2024. On n'oublie pas beaucoup de diminutions, beaucoup de baisses entamées depuis longtemps. Voilà un petit peu ce qui a été dit par Luel. Alors vous savez que Manuel Valls a aussi rencontré Béatrice Bellé. Alors moi je vais vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui Manuel Valls est plus crédible que les 6 autres ministres qui l'ont précédé au gouvernement de M. Macron? C'est difficile à dire, simplement le fait qu'il soit ministre d'État, évidemment ça change beaucoup de choses. Ça change la donne. Comme l'explique Victorien Luel, ça fait un peu plus de poids politique dans le gouvernement. Peut-être aussi qu'il y a un petit peu plus de confiance actuellement parce qu'on se dit que ce gouvernement-là va naviguer un petit peu plus que le précédent pour pouvoir rester. Et tu dis naviguer. Oui, je pense que le Premier ministre, s'il veut rester un peu, il est obligé de faire des concessions de part et d'autre, voire de promettre une chose et son contraire pour pouvoir rester. Donc, parce que personne n'a vraiment envie
d'une nouvelle situation chaotique en n'ayant pas de gouvernement pendant un moment. Bon, on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Il est clair que les augmentations qu'on a en ce moment de moyens aussi sont liées à la catastrophe qui est à Mayotte. Hein, Chido, parce qu'il faut, oui, Chido. C'est l'effet Chido. Voilà, tout à fait. Il faut bien mettre quelques moyens. Quelle est la réalité de ces moyens-là? On ne le sait pas vraiment encore. Il faut attendre la répartition, voir à qui ça s'adresse, comment c'est réparti. On verra. Mais évidemment, je pense que le rôle aussi de tous les parlementaires, c'est bien entendu d'aller à la rencontre du gouvernement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des élections qui se profilent. En ayant l'air de dormir dans les deux assemblées, c'est pas très bon non plus, d'être en vacances. Donc, c'est un peu normal de rencontrer le ministre. Ça aussi, même notre président de région est allé aussi voir Manuel Valls. Visiblement, tout le monde doit avoir son calendrier et on a l'impression qu'il va rester. On ne l'a pas encore rencontré. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, peut-être qu'il se fait peut-être un petit peu moins d'illusions que les autres. Sur la durée de... Il l'a dit l'autre jour d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la durée au gouvernement de l'actuel ministre des Outre-mer. Bon, on verra. Widi, alors avant de te donner la parole, Widi, je tiens à dire quelque chose qui est important, c'est que je n'accepte pas le concept de tir radio. Et si je t'ai invité, c'est parce que pour moi, tu es responsable d'une radio qui existe depuis plus de 30 ans, 40 ans presque, 40 ans déjà, et une radio qui est très écoutée, pas seulement pendant le tour de la Guadeloupe, mais qui a plein de followers. Donc pour moi, il n'y a pas de tir radio en Guadeloupe, ni de radio, point très. Bon, alors. Alors oui, on a déjà fait le débat. Donc aujourd'hui, considérer petite radio, bon, on le peut parce que ce ne sont pas les mêmes budgets, c'est vrai. Oui, d'accord. Mais dans la réalité et dans le fonctionnement, aujourd'hui, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on a créé cette radio peut-être en 1985, on avait cette droit de s'amuser. Aujourd'hui, il faut tout professionnaliser. Je le disais tout à l'heure à un des confrères, je le disais, qu'il faut qu'on prépare l'avenir. Nous, la chance qu'on a eu à RHT, qu'on avait préparé, donc on est parmi, pas les grands, pas les petits, mais il faut fonctionner. Les instances, on dit chez nous, gros navire, gros coup de vent, petit navire, petit coup de vent. Mais il faut se préparer. Et pour revenir, donc on ne va pas rester sur ce petit ou grosse radio, pour revenir sur la nomination de Manuel Valls, ma action sera un peu plus difficile. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer des confrères de l'outre-mer en général, au niveau média. Ce n'est pas le ministre qui va changer les choses, c'est la relation de l'outre-mer. Donc ça dépend où il y a, soit en France ou l'outre-mer, donc soit en Guadeloupe, donc ça dépend. C'est la relation qu'il y aura entre nous et le gouvernement et nos élus surtout. Savoir ne pas avoir une décision en Guadeloupe et avoir l'autre à Paris, c'est parler dans le même sens. Et le choix de Manuel Valls, c'est vrai, il a été quand même Premier ministre, c'est un fervent de l'outre-mer, on le sait. C'est un ancien socialiste. C'est un ancien socialiste, mais il faut savoir qu'il avait un peu le fonctionnement de Jacques Chirac. Donc, en le choisissant, donc, comme nous, on aime souvent aussi le système doulourise avec celui qui va vers nous, qui va vers le peuple et compagnie. Donc, il y a aussi ce choix-là. Et il est plus à l'écoute, c'est vrai. Et on oublie qu'il a succédé quand même sur la Nouvelle-Calédonie, sur la négociation. Il est quand même celui qui a quand même favorisé des choses après au cas et autres. Contrairement à ce que nous avons eu, c'était des politiques en mission de la France. Donc aujourd'hui, on a vu l'augmentation en voyant Victor Lurel qui allait rencontrer, c'est un ancien socialiste comme lui. Et ancien ministre aussi. Ancien ministre. Donc, l'écoute est différente. Mais, je le dis, ce ne sont pas un gouvernement à Paris qui va changer ce qu'il faut dans le gouvernement où on reçoit plus aisément Guadeloupe. Olivier, tu penses qu'il passera l'été, comme on dit en France? Alors l'été, je ne sais pas. En tout cas, le ton a changé. Quand on écoute Victor Lurel là, le ton a changé. C'est peut-être parce que c'était un de ses anciens collègues au ministre, lorsqu'il était au gouvernement. Manuel Valls était ministre de l'Intérieur. Et puis Manuel Valls, il a l'expérience, puisqu'il a été aussi Premier ministre, il a l'expérience de la négociation. Il sait comment faire avec les Outre-mer. Il sait sur quel levier appuyer. Les socialistes ont changé de ton et le NFP navigue en ce moment à vue. Je ne sais pas, mais c'est K1KA.
Donc Manuel Valls se dit qu'il y a peut-être un bon coup à faire, pas pour le gouvernement, mais c'est aussi la survie de Manuel Valls, parce que là, il n'a pas, lui, personnellement, le droit à l'erreur pour revenir après sa disgrâce. Il veut rester, il veut perdurer. Alors, on va revenir à la Guadeloupe, puisque vous êtes au courant, vous avez dû entendre ça, il y a, j'ai envie de dire, un effet papillon, puisque M. Losbar a lancé une opération papillon il y a quelques jours de ça. On va rapidement voir un petit extrait d'un sujet qui est passé hier, où il était en visite un petit peu, ou sur la question de l'autonomie alimentaire. On regarde un peu ce petit sujet rapidement. Je salue encore cette initiative de Mme Cancel et que ce que nous voulons, c'est dupliquer sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, dans un instant, avec les chercheurs, on va présenter le projet de la ferme au niveau donc, de l'Aramée. C'est pratiquement 30 hectares qui seront consacrés parce que ce que je veux, c'est que nous puissions être dans une démarche de souveraineté alimentaire, puisqu'aujourd'hui, pratiquement 90% de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Comme j'ai dit dans mes vœux, et fait pas jardin, nous, les bateaux là. Aujourd'hui, moi, je pars du principe qu'il faut avoir des petites unités de ce genre-là pour justement que chaque personne puisse s'y mettre à son activité. Mais il faut le multiplier, c'est-à-dire avoir ce modèle-là. Il a lancé une opération d'autonomie alimentaire, on en parle, il y a eu la commission ad hoc aussi, qui a ressuscité après quelques mois, après presque 6 mois de vide. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, tous les trois, que Losbar il est sur la bonne voie? Pour la Guadeloupe, hein, je parle bien sûr pour la Guadeloupe. Bah, la dernière fois que nous étions avec lui, là, pour les vœux, hein, il a rappelé l'urgence effectivement d'avoir une dynamique cohérente hein, entre tous les acteurs du pays, particulièrement les deux assemblées, j'imagine, il lançait ce message-là aussi pour le Conseil régional, mais parce que quelque part, il a rappelé que c'est un très bel exemple, hein, ce qu'ils font actuellement avec l'agriculture, que ça n'est pas la mission première du département. Oui. Mais par contre, le département est réellement propriétaire de beaucoup de fonciers et en capacité d'installer... 15 000 hectares. Voilà. Donc, et en capacité d'installer des agriculteurs, des agrotransformateurs, en tout cas des producteurs sous toutes les formes. Et c'est un accompagnement du Conseil régional est évident. Il est évidemment nécessaire, c'est pas il est évidemment nécessaire parce qu'il y a l'action économique. Et il est clair qu'effectivement, les deux compétences doivent aller de pair. Et ça montrait effectivement l'urgence de pouvoir travailler en cohérence et de mutualiser les moyens, à la fois le foncier, parce qu'effectivement, on a, avec la décentralisation, une répartition qui est un petit peu bizarre. Et la dynamique qu'il enclenche est intéressante, mais bon, elle est aussi symbolique, parce que quelque part, ça ne peut pas aller sans une intervention de la région qui, de son côté, aussi fait des choses. Donc c'est vrai que sur un aussi petit territoire, il est clair qu'on doit trouver les voies et moyens pour faire ensemble, avec ou sans assemblée unique. Bon, je crois que les Guadeloupéens maintenant sont assez logiques là-dessus. Ce n'est pas l'institution, comme notre confrère le rappelait tout à l'heure. Hein. Ce ne sont pas les institutions qui feront. Ce sont une volonté d'homme, ça. Alors, il faut quand même remarquer quelque chose, c'est qu'il lance l'opération Papillon et en même temps, la commission ad hoc. Il est sur le terrain, donc... oui, il y a des symboles forts. Il y a des symboles, pas au hasard. Voilà, il y a des symboles forts. Oui. c'est certain. Ce qu'on peut dire, donc, la question d'Alix, c'était est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce qu'il est sur la bonne voie? La bonne voie, je ne sais pas si c'est la bonne voie, mais il est un peu quand même, dans sa réaction et son fonctionnement, peut-être permettre de changer nos habitudes. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la région, c'est le développement économique, c'est vrai, et le département, c'est plutôt du côté social et autres. Et où, donc, dans ce réflexe, c'est le problème de la vie chère. Et le problème de santé aussi qu'on a ici dans notre pays. Donc, il faudrait vraiment que les deux soient dans le même tempo pour permettre d'avancer. Mais cela permettra aussi, pourquoi? Aujourd'hui, quelqu'un qui est diabétique ou quelqu'un qui doit faire un régime alimentaire, c'est vraiment le côté agriculture qu'il faut développer au niveau des légumes. Et ce sont ces produits qui coûtent. Si
au niveau du département, qui doit accompagner au niveau social, permet aux agriculteurs d'avoir des moyens pour avoir le terrain, mais aussi les accompagner au niveau social pour permettre que la population, parce qu'il le dit, ne fait pas marcher nous trouver dans les bateaux là. Donc s'il le dit, c'est-à-dire qu'il comprend que permettre au Guadeloupe de revenir peut-être dans le fondamental de l'alimentation, ce souveraineté alimentaire, à pas pâte alimentaire, à pas d'autres budgets pour faire venir. Et je crois que les deux exécutifs aujourd'hui, je dirais, doivent se mettre d'accord en dehors de toute proposition, donc avenue politique ou autre, permettre de revenir dans le fondamental pour que le Guadeloupe puisse acheter tout ce qui est légumes, tout ce qui est agriculture à des prix qui permet aussi de combattre ce problème de la vie chère. Donc Olivier, tu vas être d'accord avec ce que je disais, que Chalus et Losbar sont obligés d'être dans le même déboulé. Dans le même déboulé, dans le même larel. Oui, c'est sur la fin que ça va peut-être diverger lors des. Tu dis ça va tenir jusqu'au Congrès, tu crois? Oui, ça va tenir jusqu'au Congrès, mais je ne sais pas si ça va tenir jusqu'aux prochaines élections. Là, ça c'est autre chose. Ça. On verra. Mais pour revenir à la question de départ, je ne sais pas si c'est la bonne voie, mais c'est une voie qu'on avait l'habitude d'entendre qui appartenait au champ lexical ou au champ d'action du mouvement autonomiste ou nationaliste, qui est emprunté de plus en plus par le président du conseil départemental, un peu aussi par Harry Chalus, mais Guy Losbar fait des actions, peut-être de communication, je ne sais pas, mais sur le terrain, il est présent sur le terrain avec ces thématiques-là, ça marque le public, ça marque les Guadeloupéens. Et ça permettra parce qu'il en a parlé la semaine dernière, de redonner confiance aux électeurs, aux Guadeloupéens. La confiance c'est autre chose, il faudra vraiment prouver sur le terrain et par les actions qu'il y a une évolution pour retrouver la confiance, parce qu'on est à un niveau de confiance des personnalités politiques, enfin du personnel politique, vraiment très bas en Guadeloupe. Alors, je vais vous poser une question qui est un petit peu hors sujet, mais enfin, elle se pose quand même. On a vu Chalus a sorti un communiqué de pratiquement 3 pages, la veille, le jour même de la commission ad hoc. Avec une accélération. Oui, publié dans France Antilles un peu partout, on a publié CCN un peu partout. Mais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le mouvement nationaliste indépendantiste est très silencieux, il n'y a pas à dire rien. Est-ce qu'ils ont disparu? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? C'est peut-être l'accélération d'Harry Chalus qui est passé à 74 d'un seul coup, à la surprise générale, parce qu'on l'imaginait un petit peu en retrait sur cette question-là, en se disant, bon, la population n'est pas prête, etc. Et il a accéléré soudainement en faisant une vraie proposition de passer à l'article 74. Carrément. En reprenant d'ailleurs plus ou moins l'organisation de la Martinique, mais en mettant un point de plus, puisqu'ils sont à 73. Oui. Mais il dit quand même, attention, il veut un référendum. Oui. Alors là, mais c'est ça. Donc, j'imagine que le mouvement nationaliste, qui a toujours été sur la même position, assez claire, au mouvement autonomiste. Mais ils sont silencieux. Ils sont silencieux, peut-être aussi parce qu'ils ne veulent pas se mélanger à quelque chose en ce moment, ou alors. Il y a deux positionnements. Il y a celui de l'ANG qui prépare les élections municipales. Voilà, et qui est un épigone du mouvement nationaliste. Et puis il y a les purs et durs qui sont restés au sein du mouvement. Il y a j'imagine que le groupe aussi mené par l'Ukrainette, le FKNG est aussi. Et le PLG aussi. Voilà, il y a le PLG. Donc il y a un peu d'attente. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Peut-être aussi parce que les positionnements ne sont pas les mêmes, puisqu'il y en a qui préparent des municipales, donc qui sont moins occupés par ces sujets-là, et peut-être comme l'ANG, et puis les autres qui sont pour l'instant dans une bataille autour du futur des deux collectivités, à savoir est-ce qu'on fait une assemblée unique, est-ce qu'on continue comme ça. Il y a quelque chose les objectifs ne sont pas les mêmes, j'imagine. Donc, concernant ces mouvements, il faut voir l'histoire aussi. Il y a toujours cette mésentente aussi à ce niveau-là pour trouver le leadership. Donc, ils sont en train de chercher ce leadership à leur niveau. Mais le plus gros problème aujourd'hui de cette silence, c'est que tout un chacun essaie aussi de se placer en collaboration avec certains groupes politiques qui peuvent amener des individus à venir, par exemple, sous les élections municipales, sous un groupe régional. Donc, tout un chacun sont en surveillance, mais il faut savoir le côté dur de ces nationalistes aussi. Veulent tout d'un seul coup. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre aussi 73, 74, c'est l'indépendance. Et donc, on entend même au niveau syndical l'indépendance. Donc,
peut-être que ce sujet de transition d'autonomie alimentaire n'est pas d'actualité pour certains, donc ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ton avis, alors, je ne sais, sur ce silence, c'est vrai que ça pose... Il y a un silence quand même. Oui, il y a un silence, à part quelques communiqués comme ça. Mais, les vœux de l'ANG, simplement. Oui, il y a un vrai silence. Peut-être que le mouvement nationaliste a du mal à repartir après le contexte de crise économique, mais aussi crise politique qui est en Guadeloupe. Vous avez des citoyens qui n'hésitent pas à se dire que le politique, les mouvements politiques, ça ne sert à rien, qu'on fait nous-mêmes par nous-mêmes. Donc il y a aussi peut-être un modèle à réinventer de ce côté-là. Alors, venons un petit peu à la Guadeloupe. Alors, il y a eu la semaine dernière, vous le savez, l'assassinat, le meurtre, enfin un jeune Guadeloupéen a perdu la vie en plein carnaval. On a un carnaval qui est très long cette année, qui va durer plus de 2 mois. Est-ce que le carnaval... Alors, vous avez dû entendre ça, que le préfet est même prêt à refermer un petit peu les défilés, etc. Est-ce à dire que notre carnaval devient très dangereux? Parce que vous savez qu'au Brésil, à chaque carnaval, il y a des dizaines de morts. Et depuis quelques années, on remarque quand même qu'au carnaval guadeloupéen, chaque année, il y a un bab, chaque année. Alors, faut-il arrêter le carnaval? Faut-il... Alors, les groupes APO disent, j'ai entendu le responsable du groupe APO dire qu'ils vont prendre des mesures sécuritaires très importantes, mais la situation devient de plus en plus compliquée, alors que le carnaval, on le dit, devient aussi un atout touristique pour la Guadeloupe. Bon, c'est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas d'incidence dans un carnaval qui est aussi populaire avec autant de monde, en sachant que toute l'année, on a des situations extrêmement graves entre des bandes, des groupes de jeunes qui ne vont pas disparaître pendant le carnaval. Moi, je crois qu'au contraire, le carnaval sert de soupape. Ça réduit en fait la tentation aussi d'être agressif ou d'être violent. Parce que qu'on le veuille ou non, ça permet quand même de rassembler beaucoup de jeunes qui sont occupés à s'amuser. C'est la plus grosse manifestation guadeloupéenne. Oui, c'est ça. Donc il y aura toujours des incidents. Alors les carnavals des îles voisines, c'est pareil. Hein. La violence qui caractérise actuellement les rapports entre les groupes, les gangs, les jeunes, c'est général. Hein. On a la même situation en Jamaïque, on a la même situation à Trinidad, à Sainte-Lucie, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Simplement, il s'agit de réduire. C'est aussi là où les groupes, effectivement, ont un travail à faire au niveau pédagogique, au niveau encadrement, certainement au niveau des jeunes, pour essayer de réduire ça, parce que c'est très difficile à éviter, parce que là tous les stupéfiants circulent tout à fait normalement. Et on ne peut pas mettre un policier derrière chaque carnavalier. Voilà. Non, vraiment, je pense qu'il y a un travail à faire qui faudra peut-être du temps, mais je suis sûr que les groupes sont en capacité de le faire, en tout cas plus que tous les autres. Je note quand même que le carnaval est devenu violent quand même en Guadeloupe. Les témoins savent. Oui, les témoins, mais c'est la société qui est devenue violente. Exactement. Nous, on a cette semaine, on parle des problèmes de handicap et des handicaps mentaux. Les problèmes sont de plus en plus graves, donc ils se répercutent aussi dans le carnaval, même si ça sert un peu à éponger, mais la réalité, c'est que la société est de plus en plus violente. Il faut pas se le cacher. Pendant le carnaval, il y a des rassemblements de gens, donc il y a des risques plus importants. Ça, je ne dis pas que c'est normal, mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut faire plus attention, il faut mettre un peu plus de moyens en termes de prévention. J'ouvre une petite parenthèse avant de donner la parole à Rudy, ce qui s'est passé à Goyave, où des dizaines de Guadeloupéens se sont fait verbaliser pour n'avoir pas respecté le parking qui a été mis en place. Et bon, c'est une polémique, c'est fait. Effectivement, donc, parler du carnaval et dire que c'est le vecteur de violence, je dirais non. C'est la société guadeloupéenne. On a l'impression, à chaque homicide, à chaque problème au niveau de la violence, certaines personnes se réveillent, surtout au niveau des autorités, au niveau préfecture, au niveau même nous, certains médias. Est-ce que nous ne nous rendons pas personnellement responsables aussi de cette situation par un problème d'éducation, par un problème de revoir notre copie? Si on veut un pays plus autonome, est-ce qu'il faut attendre sur l'État? Est-ce qu'il faut attendre sur les élus? Est-ce qu'au niveau des parents, au niveau des responsables d'associations, avant qu'on avait un président d'association, c'était un père. C'était quelqu'un qui avait cette autorité sous ses membres. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui prennent des responsabilités des associations qui n'ont pas cette
obligation de faire respecter un règlement intérieur. Donc, on a du monde, on ne fait pas... On a peur. J'ai vu le groupe qui a provoqué a dit ils vont sanctionner. L'administration pénitentiaire, l'administration de justice n'arrive pas à sanctionner. Vous pensez que quand on a ce genre de dérive, il faut reprendre au fondamental, c'est-à-dire revoir l'éducation. Nous, qui sommes déjà en avance par rapport à cette éducation, nous poser aussi la question, est-ce qu'on n'est pas aussi responsable? Parce que le fait de refléter aussi sur nos différents médias à chaque fois un fait divers, est-ce que ça aussi ne permet pas aussi aux jeunes qui sont déjà, tu l'as dit Jacques, au niveau mental, au niveau ils ont des problèmes, hein. C'est-à-dire que ces jeunes, ce sont des défis. On l'oublie souvent que souvent on a des jeunes qui se lancent des défis sur chaque section. Allons voir, c'est comme le 31 décembre sur Paris, au plus de voitures brûlées. Donc on se retrouve dans cette société guadeloupéenne avec des jeunes qui se lancent des défis et sans compter la drogue, l'alcool, les armes qui circulent et on fait déposer des armes et puis on pense que ça va régler le problème. Je pense qu'il faut que nous aussi, on se rend responsable. Et aussi, on a cette peur, hein. Aussi, il faut le dire, hein. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à un jeune, fais attention, c'est pas bon. Un jeune qui touche votre voiture et vous essayez, donc vous êtes aussi agressé. Donc, il faut revoir, et je pense qu'il faut aujourd'hui, en dehors de tout ce qui est prévention, il faut commencer par sanctionner. Et quand c'est bien sanctionné, certaines personnes de la population ne peuvent pas dire aussi que l'État sanctionne ou autre. Il faut vraiment, et juste une parenthèse pour ce qui s'est passé donc la verbalisation. C'est vrai, il y avait un communiqué. Mais est-ce que la méthode, il faut voir déjà la méthode, est-ce que ça a été bien fait? Parce qu'on se base aujourd'hui sur les réseaux sociaux et on dit que tout est bon. Est-ce qu'en amont, il n'y a pas eu de précipitation? Mais nous aussi, il faut des fois analyser avant de lancer aussi certaines polémiques sur les réseaux sociaux. Vous disiez que le fait que les médias parlent beaucoup de la violence, ça a peut-être incité des jeunes, non? Non, en fait, je ne le pense pas, puisque c'est une focalisation sur un événement ou des événements qui se passent. En fait, c'est plus la relation, ou en tout cas lorsqu'on le relate dans les journaux, presse écrite ou audiovisuelle, c'est pour focaliser sur une situation qui existe. C'est la société guadeloupéenne qui devient comme ça, qui est de plus en plus violente, il y a beaucoup plus d'insécurité, il y a aussi un phénomène de drogue qui se répand. Et lorsqu'il y a une manifestation populaire comme le carnaval, c'est l'occasion de régler les comptes, c'est l'occasion de rencontrer son adversaire où il n'aura peut-être pas la possibilité de s'enfuir ou de se préserver chez lui. Donc c'est aussi une occasion de régler les comptes. On prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure. On va parler un petit peu de Trump qui prend le pouvoir la semaine prochaine. Peut-être un petit peu rapidement de Gaza, puisque la guerre semble, entre guillemets, la trêve est arrivée. Tout de suite après la première pause, on se retrouve ensemble avec nos confrères Jacques Dancal, Olivier Lancien, Woody Corneli, dans le boucantage médiatique de ce vendredi. À tout de suite. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de ce boucantage médiatique avec nos confrères. Woody Corneli, directeur de RHT, bonjour, bonjour. Jacques Dancal, journaliste, directeur, non rédacteur en chef de Nouvelle Semaine. D'ailleurs, la couverture de Nouvelle Semaine. Cette semaine. Nous sommes sur le gisement, mais alors de quoi il s'agit exactement? Tourisme de plongée. Qui est un spot qui marche très très bien en Guadeloupe depuis des années. Ouais. Ça emmène des milliers de personnes, particulièrement dans le sud Basse-Terre, à Bouillante. Et on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une entrée de ressources considérable pour la Guadeloupe, parce qu'en fait, les gens qui viennent pour plonger, ils restent longtemps. Et évidemment, ils permettent notamment à la zone de Bouillante de vivre bien du tourisme. Hein. Mais ça se répand un petit peu aussi dans le nord Basse-Terre, vers des haies et aussi vers Saint-François. Alors, il y a quand même, avant de parler de Trump, de parler de l'étranger, il y a un problème qui n'est pas résolu, qui n'a pas été résolu l'année dernière, mais qui reste posé, c'est le problème de la canne. Ah oui, actuellement. J'ai reçu Mounien cette semaine qui me disait qu'ils ont fait plein de réunions
tout le dispositif est prêt, sauf qu'il n'est pas appliqué. Voilà, il n'y a pas d'accord, alors qu'il avait été acté que actuellement la formule de... D'ailleurs, c'est même pas une formule de paiement, c'est une formule de paiement, c'est pas une formule de richesse. On sait très bien qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre la richesse réelle de la canne et le paiement. Donc, il s'était entendu pour la revoir, il s'était entendu pour revoir aussi le prix payé à la tonne. Bon, visiblement, il y a eu des loupés, les réunions ne se sont pas toutes faites, il n'y a toujours pas d'accord réel, quelque chose qui permette. Alors, ce que les planteurs disaient, c'est qu'il fallait prendre un accord pour sauver toute la filière, toute la filière, et pas seulement avec le problème du prix, parce qu'il y a le problème du rendement. Actuellement, on a des rendements qui vont de 35 tonnes l'hectare à 100 tonnes selon les endroits, et même l'usine même est à 45 tonnes l'hectare. Parce qu'il est resté près de 250 000 tonnes l'année dernière. Il y a les cannes envoyées, donc il n'est pas question non plus de démarrer la récolte trop tard, d'avoir une vraie rémunération. Bon, on s'était entendu là-dessus, puis finalement, il ne se passe rien. Là, actuellement, on a les NAO pour le personnel de l'usine. On ne sait pas si la récolte va réellement démarrer à l'heure. Et en plus, la tentation pour la plupart des acteurs, des dirigeants de syndicats et d'organisations autour de la canne, est un petit peu compliqué puisqu'il y a des élections pour la Chambre d'agriculture. C'est ça, c'est surtout ça. Voilà. Donc on a des positionnements très compliqués, des gens qui étaient contre les négociations, qui sont maintenant pour ou l'inverse en fonction de la position qu'ils ont par rapport à ces élections-là. Il y a beaucoup de populisme dans l'affaire. Donc, résultat, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut attendre la fin janvier, une fois l'élection passée. Bon, à ce moment-là, on aura peut-être des positionnements plus clairs pour qu'en février, la récolte démarre. Et le président actuel a des chances d'être reprendre son fauteuil, à ton avis? Alors, vu la division qu'il y a en face... il y a 7 listes, quoi. Il y a 7 listes. Oui, voilà. Tout le monde y va. Ouais. Tout le monde y va. On n'entend pas beaucoup Patrick Célin, le président sortant, à qui on reproche, évidemment, tout le monde lui reproche une gestion catastrophique le dernier mois. Bon, il est quand même resté un bout de temps là. Donc je me dis que dans l'absolu, on se dit qu'il pourrait très bien repasser tout simplement parce qu'il y a tellement de divisions. Mais c'est compliqué ces élections-là, c'est un peu comme les élections, toutes les élections d'ailleurs consulaires sont un petit peu comme ça, tout se joue dans les négociations, entre les tours, entre les votes par correspondance, c'est très compliqué. Donc on ne peut pas donner de résultats là maintenant, ce serait certainement un peu présomptueux, mais il peut effectivement profiter de la division. Mais bon, on verra comment les choses vont se passer au moment des négociations entre les groupes. Puisque l'année dernière, la récolte a été très perturbée. Ah oui, mauvaise. Hein, là, on ne se fait pas beaucoup de divisions. La canne est en danger. La réalité, c'est que la filière est réellement en danger. Vraiment en difficulté. Un petit mot là-dessus. Oui, simplement pour dire, le problème, encore, hein, donc c'est un problème aussi français. Donc on constate souvent, c'est toujours à la dernière minute. La récolte dure une période. On a au moins 6 mois pour faire des négociations des NAO et autres. On a l'impression, côté patronal, côté syndical, qu'on est dans ce qu'on appelle chez nous un combat à coq. Donc pour voir, on ne veut pas de faire de concessions, on ne veut pas avancer. Et souvent, on se retrouve dans ce genre de problème de dernière minute. Et souvent, on dit oui, on suspend pour ne pas mourir, mais on revient avec les mêmes problèmes parce qu'on n'avait pas pris le temps de tout régler à ce moment. Et le problème de la canne en Guadeloupe à ce niveau-là, il faut savoir aussi que ce passé colonial, aussi, on a souvent les échanges sur les... et assisté à certaines négociations, ces échanges-là, en face, on a aussi cette envie, X ou Y ne veut pas lâcher pour l'autre. Et souvent, on arrive à ce genre de situation avec un départ trop tard. Et il faut savoir aussi revoir, il a dit, exemple, celui qui a beaucoup de cannes à basse terre a peut-être moins de rendement par rapport à celui qui est en grande terre. Donc, c'est le même problème que l'eau. Donc, la distribution, voir comment est-ce qu'on peut vraiment faire favoriser ce qu'il faut gagner entre chaque planteur pour permettre à tout un chacun un salaire normal. Je pense que c'est ça le problème. Ce qui est très compliqué. Olivier? Oui, Jacques disait que la canne est en danger en Guadeloupe, elle est encore plus en danger à Marie-Galante, mais... si on va essayer de sauver quelque chose... à l'Assemblée nationale, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a au niveau européen un accord qui a été signé, alors pas ratifié par la France, mais signé par la présidente de la Commission européenne, c'est le Mercosur. Le Brésil, c'est le plus gros producteur de canne à sucre au monde.
Donc on ne fait pas le figure à côté. S'il n'y a pas des acteurs soudés et solidaires aux Antilles-Guyane, voire en Outre-mer, ça risque de poser problème. Il faut même enlever la Guyane parce qu'aujourd'hui la Guyane récupère son sucre au Brésil maintenant. Oui. Donc on a perdu la Guyane déjà et donc la situation devient de plus en plus compliquée. Et s'il n'y a pas eu d'accord, les 250 000 de l'année dernière, plus cette année, je ne donne pas cher. Alors, deux petits mots quand même sur, je suppose que vous avez tous dû voir cet article de Libération sur l'affaire Ayotte, la vie chère, et comment quelqu'un qui travaillait chez Ayotte dans le groupe GBH a lâché un certain nombre d'informations sur les marges qui ne sont pas du tout ce qu'on croyait, ce qui était dit en tout cas lors des rencontres en Martinique. Et cet article a fait réagir globalement le groupe Ayotte qui n'a pas démenti globalement ce qui a été dit, mais a simplement dit que bon, c'est quelqu'un qui ne travaillait plus. Donc ça veut dire que le problème des marges reste vraiment le problème. Alors, ce qui se passe là, c'est que c'est comme d'habitude, hein, l'information vient de Paris, tout le monde en parle, mais il faut rappeler que la haute autorité de la concurrence avait déjà fait un rapport. On a quand même pléthore de documents qui montrent... Monsieur Ajar aussi. Voilà, tout à fait. On a pléthore de documents qui montrent bien qu'il y a un problème de vie chère, un problème de coût. Alors, les explications, évidemment, données par les principaux acteurs, bon, sont ce qu'elles sont. Hein. Chacun défend son parti dans ce dossier-là. Hein. Les importateurs expliquent qu'ils ont des coûts, etc. Mais il n'empêche qu'il n'y a rien de nouveau. C'est pas Libération qui vient apporter une information, il y a un témoignage, mais ça s'ajoute à tout ce qui a déjà été dit dans la presse nationale. Il faut quand même reconnaître qu'en Martinique, il y a quand même un réseau qui permet de faire circuler de l'information. On a vu beaucoup d'émissions aussi à la télévision, sous les chaînes nationales, où on a fait la démonstration de la différence qu'il y a entre les prix pratiqués chez nous et ceux qui existent dans l'Hexagone. Alors, reste le problème des explications. Il reste les problèmes, la question aussi de comment faire pour changer ça et de quel moyen. Il n'y a pas de solution, visiblement. Mais oui, et l'État ne dispose pas de beaucoup de moyens pour forcer l'importateur à changer. Moi, je crois que quelque part, la solution ne peut venir que d'un changement dans les modes de distribution et dans la production locale. D'ailleurs, les importateurs eux-mêmes le reconnaissent. Hein. C'est très difficile de faire autrement. Parce que quand on regarde bien, on fait un rapport entre les 42% en moyenne de marge, ça correspond aux 40% de vie chère donnés aux fonctionnaires. Donc, on est dans une situation qui est un petit peu étrange. C'est le serpent qui se mord la queue. Ça va être très compliqué parce qu'on sait très bien que l'État n'a pas beaucoup de moyens pour obliger... Alors, c'est Mitterrand lui-même qui disait l'État n'est pas actionnaire de Total, mais Total est actionnaire de l'État. Oui. Cela dit, il faut quand même noter quelque chose. Il y a eu un petit changement de préfet à la Martinique. Hein. Oui. C'est pas tout à fait le hasard, ça. Non. Alors, c'est Étienne Desplan qui a été nommé en Martinique. Oui. C'était le directeur de cabinet du préfet des Forges en 2009. En Guadeloupe, oui. Donc il sait un peu de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il sait comment faire. Mais pour revenir à cet article, il y a eu cette réaction de l'ancien préfet sur le départ de la Martinique qui disait que oui, on est au courant et que l'État allait saisir les autorités de contrôle pour voir si c'était normal ou pas. Ça montre un dysfonctionnement au niveau des contrôles. Il faut que l'État mette les moyens. Quand vous n'avez que 2 ou 3 personnes pour contrôler autant d'entreprises de Guadeloupe, c'est qu'on n'a pas vraiment la volonté de contrôler. En réaction, il y a eu le rapport de Pierre Egea et de M. Montlouis, le consultant économique, qui étaient mandatés pour parler d'évolution institutionnelle ou statutaire et qui ont pratiquement mis de côté pour dire qu'il faut changer, c'est le modèle économique qu'il faut changer pour que ça avance. Oui. Et je ne sais pas, oui, vas-y. Dans cette situation, je dis simplement, en 2009, l'ancien ministre de l'Outre-mer, donc il a été rappelé pour l'affaire de la Boissada. Tu parles de Gigot? Gigot, oui. Donc là-dessus qui avait dénoncé, il a été remplacé par Panchard.
À l'époque, oui. Et ensuite l'URL, et on a vu qu'on n'a pas eu d'avancée par rapport au protocole. Donc il y a une volonté. Le lobby est aussi, très fort, il ne faut pas se faire d'illusions, le lobby est très fort. Il y a cette volonté, je crois, pour ceux qui ont le monopole, de le garder. Et avec normal, finalement. Oui, parce qu'on est dans un système de marché, on est dans un système de commerce. C'est aussi à nous aussi. Pourquoi pas? Et ça demande un changement politique ou encore statut par rapport à la Guadeloupe pour voir comment protéger. On revient sur le système de la vie chère, comment faire pour vraiment remettre en état, parce qu'on est actuellement l'état de la situation est grave. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez noté, enfin je le dis quand même, il y a quand même un petit changement en Guadeloupe du point de vue de la fréquentation des supermarchés. Tout à fait. Alors, mais c'est la différence qu'on fait souvent, on le fait remarquer souvent par rapport à la Martinique. La Guadeloupe est dans une situation un petit peu différente parce qu'il y a une offre qui est plus diversifiée, des comportements qui ont changé aussi depuis 2009, de consommation. Les marchés populaires sont ouverts un peu partout. La Martinique, c'est quand même un pays assez différent parce qu'il est cadenassé. Vous avez. C'est Fort-de-France. Voilà, c'est ça, c'est très urbanisé. Un tiers de la population vit dans la conurbation foyalaise, où il y a relativement peu de petits commerces. On a vu d'ailleurs en 2009 où les gens ne mouraient pas de faim en Guadeloupe parce qu'il y avait plein de petits commerces dans les communes qui servaient de réserve en fait. En Martinique, c'était beaucoup plus compliqué. Oui. Donc on est quand même dans une société d'hyperconsommation qui est un petit peu plus forte en Martinique, plus concentrée. Il suffit de regarder le nombre de voitures, on est à 246 000, à 270 000 sur un territoire qui est un tout petit peu plus petit. Donc on est dans une lessiveuse qui est un petit peu plus grosse que la nôtre. Oui, et donc, mais alors tous ces rapports qui sortent, il y a un autre rapport qui sort, je ne sais pas si tu l'as vu, de 330 pages à peu près. Oui, c'est un rapport parlementaire. De l'Assemblée nationale sur tous ces territoires. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de solution, visiblement. Il n'y a pas de solution, ils ne proposent pas de solution. Ils examinent des sujets que tout le monde connaît. Bon, aujourd'hui, connaître ce qui se passe en Guadeloupe, Martinique, à la Canaïque, etc. Mais il n'y a pas de solution. Alors, que va-t-il se passer? Alors là, et ça me permet de revenir un petit peu, avant de parler de Trump rapidement, sur notre prochain congrès, parce que le président du Conseil général départemental propose un congrès après le carnaval pour le mois d'avril. On se souvient qu'il a dit que c'était le dernier. Ouais. Alors, est-ce que c'est le dernier des derniers, celui-là? C'est le dernier de la série. Ah, le dernier de la série. Nous, quand on arrive à 20, on sera quoi, 18, on va arriver à... Parce qu'il a dit dans 15 ans. Donc, pour l'instant. Bien, alors, deux petits mots sur ce qui se passe au niveau international quand même. Est-ce que la trêve entre le Hamas et Netanyahou va durer? Depuis hier, on sent vraiment que c'est la pression des Américains sur Israël qui a permis de ce début de trêve et la libération de quelques otages, mais Netanyahou laisse penser qu'à n'importe quel moment, la guerre peut reprendre. Oui. Bon, c'est un petit peu normal aussi parce qu'il y a eu le changement en Syrie. Ce qui fait que les Américains aussi ont moins la pression il n'y a pas l'urgence d'un changement puisque entre-temps le gouvernement a changé en Syrie. Visiblement, il est un petit peu plus proche d'eux que le précédent. Il y a aussi le fait qu'on est arrivé un peu à une limite, parce qu'on ne peut pas assassiner tout le monde dans la zone. Je crois aussi que la situation aux États-Unis est en train de changer. On ne sait pas, Trump annonce une chose et son contraire. C'est la semaine prochaine qu'il prend le pouvoir, oui. Trump, oui. Et maintenant, je pense que le projet stratégique d'Israël et d'une partie de l'OTAN est assez clair. Il y a une zone, un gisement de pétrole à gérer qui est devant Gaza. Il y a cette question-là. On a, à partir du moment où la Syrie est un petit peu plus proche, donc on a un partenaire supplémentaire. Donc la nécessité de continuer la guerre est peut-être moins évidente. Il faut négocier. Et puis il y a une pression à l'intérieur d'Israël aussi, parce que vous imaginez que la vie des Israéliens en situation de guerre... et les parents des otages aussi. Voilà, par les otages, donc c'est extrêmement difficile. Le gouvernement de Netanyahou pourrait tomber à n'importe quel moment parce
que les gens finiront par en avoir assez, parce que vous imaginez, c'est épouvantable pour les Israéliens. Qu'ils soient pour ou contre, hein, quelque part, il y a une forte opposition. Je pense que c'est normal qu'on arrive à un moment d'équilibre, hein, parce que c'est nécessaire, mais ça ne veut pas dire, mais vous le notez à bon escient, ça ne veut pas du tout dire que la guerre est terminée, puisque la situation n'est pas pacifiée ni avec l'Iran, ni avec la Turquie, des gens qui cherchent aussi à se positionner. Tout le monde veut contrôler la zone. Et en plus, il y a une information qui a circulé hier, c'est que, bon, il y a eu à peu près peut-être 50 000, 60 000 morts, mais le Hamas a reconstitué toutes ses troupes. Donc ça veut dire que Peter est parti. Hein. Oui, tout à fait. Oui, on sait bien que ces régions-là sont absolument ingérables. Hein. De toute façon, on ne peut pas tuer tout le monde. Cela dit, il faut la reconstruire Gaza. Ouais. Et qui va gérer ça? C'est une question. Deux petits mots rapidement. Oui, la reconstruction du Gaza, je crois que ce matin, le président Macron a décidé de faire une conférence, parce que c'est ça qu'il a fait. Hein. Donc, une conférence à Paris pour reconstruire Gaza, je ne sais pas. Donc, c'est l'intérêt aussi que cette zone intéresse tout le monde. Donc, ce sera difficile, mais c'est assez fragile, ce cessez-le-feu, parce qu'il faut savoir que la population, même en souffrance, ce sont des martyrs, hein. C'est-à-dire qu'ils ont des idéologies d'IFRA qu'ils peuvent mettre à côté pour défendre l'indéfendable et aussi peut-être protéger par rapport à cette souffrance. Donc la population qui souffre, c'est vrai, mais qui à tout moment, et tu l'as dit, Danick, que quand en face le Hamas a déjà récupéré, il faut le dire, hein, des gens qui souffrent du côté d'Israël, qui ont décidé de passer de l'autre côté, parce que le Premier ministre ne fait pas l'unanimité aujourd'hui, parce qu'on le reproche aussi de tous ces misères, c'est lui. Donc je pense aussi que... Et puis historiquement aussi, on n'a pas oublié que le Hamas est une création du gouvernement israélien. Voilà, c'est surtout ça. C'est pour cela qu'il y a des fils d'eux qui sont passés de l'autre côté. Oui. Dernier petit mot, Olivier. Moi, ce qui m'a surpris, ou en tout cas alerté, c'est que la population gazaoui qui avait été chassée veut déjà revenir pour reconstruire. Mais bien sûr. Et ça, c'est pas du goût, bien sûr, du gouvernement d'Israël, mais ils sont déjà prêts à reconstruire pour ne pas laisser tomber Gaza. Mais non, ils ne vont pas. Et, de toute manière, les pays arabes, notamment Jordanie, mais même plus loin, les Émirats soutiennent encore le Hamas. Hein. Donc ça veut dire que cette trêve, ça peut être qu'une pause. En tout cas, merci messieurs. Il est 13h24. On a fini pour aujourd'hui ce boucantage. On n'a pas tout vu parce qu'il y a d'autres bulletins. Deux petits mots quand même. Trump revient. On verra ça la semaine prochaine. On va parler un peu quelles seront ses premières mesures. Mais il dit que c'est grâce à lui qu'il y a eu l'accord de paix. Biden dit la même chose, c'est grâce à eux. Bon, on verra ça. En tout cas, merci Woody, merci Jacques, merci Olivier. Et on continue, il est 13h24. On a le temps de faire un petit sujet sur la fermeture de BMW, les solutions offertes à la clientèle. Un reportage d'Olivier Félix, c'est parti. Les personnes qui ont un véhicule, c'est mon besoin un service de garantie, ils ont besoin un service après-vente. Ils ont besoin de faire un entretien avec véhicule neuf à eux. Et ils ont besoin de la continuité du service qu'ils peuvent faire. Et déjà, saisir la maison en BM, le président s'appelle M. Olivier Zips. Déjà, saisir monsieur, bombarder monsieur des courriers pour dire que qu'est-ce qu'on a fait, d'une part. Ils ont nous là assis Internet, BM à Munich. Ensuite, après, essayer de faire un lien entre les autres. Soit par le bilan d'association, soit entre vous, soit par des contacts zonis, il faut qu'on fasse un regroupement pour agir ensemble. Pas oublier, c'est qu'il y a une obligation de service et que pour le moment, il y a redevable aux autres. Donc, il y a une dette envers aux autres. Depuis la fermeture de la concession, donc, on n'a aucun retour au niveau des pièces détachées pour les délais d'acheminement. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est surtout les pièces détachées sur ces véhicules-là. Le côté technique, ça, on maîtrise. Mais simplement, pour pouvoir assurer les révisions et tout, c'est assez compliqué. On est obligé de se retourner vers les fournisseurs locaux qui font un peu de leur mieux. Mais bon, c'est quand même assez compliqué pour les références très particulières, très spéciales. Je suis, moi, de plus en plus sollicité
Je reçois beaucoup de coups de téléphone régulièrement de la part de X, Y ou Z. Et donc du coup, ça fait une charge de travail supplémentaire. Donc tant mieux pour les clients qui sont dans le besoin, parce que on ne peut pas laisser non plus les gens comme ça sans aucun service après-vente. Donc maintenant, tout est à refaire, on va dire. Et de notre côté, on s'accroche pour avoir des nouvelles lignes d'approvisionnement et puis pour continuer à essayer de donner un service de qualité pour les aficionados de cette marque, quoi, en fait. C'est ça surtout. On pourra certainement travailler sur l'entretien, déjà tout ce qui est urgence, tout ce qui est freinage et autres. Diagnostic possible aussi sur ce type de véhicule. Après, malheureusement, s'il y a une garantie faite, parce que le véhicule il a moins de 5 ans ou moins de 4 ans, je ne sais pas combien de garanties il y a maintenant de vendus, mais si le véhicule est sous garantie, malheureusement, s'il y a une pièce à changer, certainement que le client sera obligé d'acheter la pièce et de nous la fournir, ou que nous, on se débrouille pour la trouver pour lui et l'acheter et lui monter, quoi. Voilà, il est exactement 13h27. On prend la deuxième et dernière pause. On se retrouve tout à l'heure avec Isma Ogonet pour de l'eau en toute sauce et Marilène Ferdi, la directrice opérationnelle du campus Lumineux. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h33. Je vous ai dit, nous sommes dans la dernière phase, dernière séquence du ZCL. Isma Ogonet est déjà là, bonjour. Bonjour tout le monde. Et Marilène Ferdi, la directrice opérationnelle du campus. Isma, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'état d'avancement du schéma directeur d'alimentation en eau potable, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Parce que c'est important, parce que si vous n'avez pas un schéma directeur d'aménagement de l'eau potable, vous n'avez pas bien. Encore parce que vous fait une opération préparé pour 2023, janvier 2023, mais depuis au départ, SMG a d'être mis en place, ça a commencé au départ, hein. Mais c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas tout ce soit bien, le schéma directeur là, son bien il y a une vision, c'est ça où les problèmes qu'on peut trouver et les dispositions techniques qu'on pour résoudre ces problèmes-là. Et c'est tellement important parce que ça permet de vous d'améliorer connaissance là, hein, connaissance à service là, à réseau là. Parce que souvent, il peut même connaître réseau là, comment il fait tout là, et comment il dispose, combien de kilomètres de réseau qui n'est. Un deuxième point qui est important encore, c'est quand même d'améliorer la gestion là, et surtout de définir un programme d'investissement. C'est particulièrement important. Et ça pour nous comprendre. Alors pour faire ça, pour mettre en place ce schéma là, pour tout schéma, madame la directeur, il faut faire un état des lieux. Un état des lieux pour garder quand qui j'habite là et après ça, on peut un travail. Et bien, là, vous faites état de lieu, quand vous constatez, c'est la catastrophe. Parce que vous constatez que 50%, c'est tous ces des ouvrages, qui permettent de capter de l'eau là. Ou bien, je crois que ça, les unités de production d'eau potable, eh bien, 50% c'est bien là, ça, ils ont un état délabré ou pas bon. Donc, c'est pourquoi nous avons des problèmes de l'eau comme ça. Et c'est pourquoi là, on devons parler de ça, parce que pour nous comprendre qu'il n'y a pas jour 10 jours, nous avons sorti un problème là. Pourquoi? Parce que les problèmes tellement immenses, il y a d'ouvrir ce MCG là, parce qu'il ne peut pas prévoir, par exemple, de résoudre ce problème avant 2040, non 2026. Donc, avant 2040, c'est-à-dire que pour nous payer, par exemple, résoudre le problème à, par exemple, arriver au rendement. Parce que tant que nous avons des fuites d'eau comme ça, parce que le rendement nous très bas, rendement, ça veut dire que là où on produit, par exemple, 100 mètres cubes d'eau, combien on peut perdre dedans? Si on perd 25%, on a un rendement de 75%. Eh bien, rendement, nous, quand il est là, vous avez oublié 25%. Et on peut penser qu'à l'horizon 2040, il faut nous atteindre un rendement de 75%. En France, je crois qu'il faut un rendement au-dessus de 80%. Mais alors, donc, quoi vrai? Et puis, un rendement comme ça. Donc, ça veut dire que, et puis, un rendement comme ça, on ne peut pas y prendre côté. Parce que de l'eau là, ou quoi, produit là, ou quoi, perdre. Par exemple, nous avons besoin de 70 millions de mètres cubes, augmenter millions de cubes année. Nous avons produit 80 millions de mètres cubes et nous en manquons. Nous en manquons, par exemple, dans une seule zone, par exemple, nous avons 9 millions de mètres cubes. Il faut nous comprendre que si nous avons qui, et encore comprendre son problème pour SMG là, il faut faire en sorte de briser sortir dans les tours d'eau. Parce que les tours d'eau sont catastrophes, ça ne peut pas exister. Mais pour sortir dans tour d'eau,
ça veut dire que, est-ce qu'on sait 20% du territoire là concerné par le tour d'eau? Mais comme c'est sur aussi Pointe-à-Pitre, Zabim, Gosier, tout ça, ça fait 50% de la population nous qui est concernée par le tour d'eau. Ça veut dire que tant que les gens qui ont un tour d'eau, pays j'ai péni en gestion correcte. Et, pour nous sortir en trou d'eau là, les mesures qu'on prend, faut nous renouveler 226 kilomètres. 226 km de réseau, hein? Abatté là. Mais alors, et on peut penser que si on prend plus l'investissement, 2023-2027, il peut faire 231. Ça veut dire qu'en 2027, c'est ça, je dis, même si vous avez fait ça, vous pouvez sortir en tout d'eau quand même. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2027, il faut être capable de sortir en tout d'eau. Mais il ne faut pas résoudre le rendement là. Hein? Il faut résoudre le problème à tout d'eau là. C'est-à-dire qu'il n'y a assez de l'eau pour tout le monde. Donc, c'est ça. Alors, nous ne pouvons même parler d'autres problèmes là, problème à qualité de l'eau là. Mais ça, problème à qualité là, parce que tant que nous voulons de l'eau, nous pouvons boire de l'eau. Mais nous, depuis qu'on a des important encore, il y a tellement de problèmes à affronter. Par exemple, nous avons que 25% à ces comptes là, ils ne peuvent pas fonctionner. Ça veut dire que en cas de 25%, encore, mais 25%, ça fait 44 000 comptes à remplacer. Hein, parce qu'il y a 176 000 abonnés. 44 000, en vrai dire. Imaginez combien d'agents, combien de comptes on peut remplacer. Donc, on voit 44 000. Oh! Mais vous savez, Monica Peda dans ça, c'est les usagers, parce que pourquoi? En idée, par exemple, que comme il n'y a pas réussi à. Le compte n'a pas fonctionné, il n'y a qu'une facture. Même là, tout c'est là, il y a une facture d'eau. Non, ce n'est pas normal. Et effectivement, ça loue, donc on a fait découvrir. Deuxième, il nous dit encore, par exemple, que alors, les réservoirs, par exemple, l'état des lieux a montré, c'est quoi qu'il y ait des réservoirs, c'est de l'eau, là, château d'eau, des châteaux d'eau. Eh bien, 50% de ces réservoirs-là, ils ont dégradé, ils ont mauvais état, etc. D'ailleurs, on a fait un reportage pour Antenne 2, et nous voyons la bouillante. Et on a demandé justement la sort. C'est de la somme, mais est-ce que nous pouvons vivre ça? Il dit non, il n'y a pas de notation parce qu'il n'y a pas de monde, etc. Mais nous avons fait bien, nous quand même, quoi, ouais. Nous avons vu, je crois, tout réservoir, talent, tout fait là, qui a sorti dans le là. Alors, on vit qui est important. Alors, donc, état des lieux a montré un problème grave, très grave, on a parlé de ça, c'est que les périmètres de captage à de l'eau là, pas sécurisés. Sont très graves, parce que les zones de captage sont, on croit qu'il y a ça, sont en zone classée, doivent être protégées. N'importe qui ne peut pas vivre dans une zone de captage là, est-ce qu'on comprend? C'est là qu'on a capté de l'eau là. Alors, si bien que, il y a préconisé, il y a capacité de faire ça, parce que nous avons des ressources souterraines énormes en Guadeloupe. Énormes, nous avons des quantités. De quoi que c'est privilégié actuellement, et à regarder les ressources souterraines pour payer de là, qui résout le problème à payer de captage. L'officiel le font bien là, c'est oui, c'est ça. C'est important. Les eaux souterraines, d'ailleurs, on font généralement. Parce que les eaux de surface, ce sont des eaux très, très, très polluées. Donc, on voulait aborder ça pour dire que nous ne pas décourager. Ça veut dire qu'il faut nous organiser, nous. Il faut nous organiser, nous, de plus en plus pour nous faire face à ces problèmes-là, ça. Parce que les problèmes qu'il y a là, le pays peut résoudre les. Avant le 2040, il n'y a pas qu'à penser atteindre les 75% de rendement. Donc, avant 2040, vous voyez, 14 ans par Dieu, là, ça veut dire que nous n'avons pas qu'à souffrir encore. Et il faut penser qu'en 2027, sortir dans les tours d'eau. C'est compliqué. Parce que les tours d'eau sont catastrophes. Hein. Comme il y a 3 jours sans de l'eau, pour essayer un jour, 2 jours sans de l'eau, bon, non, ça, nous ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, quand vous voulez aborder cette question-là, ça, vous dites que la seule solution, il faut l'usager, mettez ensemble et gommer. Parce que nous, on manque de respect total à ces usagers-là. Par exemple, il y a des factures. Par exemple, par exemple, la matin, nous avons un opérateur, il prend de l'eau là, la sort, il voit les factures. Premier, il peut faire point effort, pendant tout le temps là, il peut faire point relevé, et puis il y a une météo qui a envoyé facture bas moun, ou tout seul, comme des qualités gros factures, ni 4 moun factures, dans la facture moins, ça pas sérieux. Alors, nous, quand c'est là, premièrement, que la personne peut payer. Pourquoi? Parce que, attendre que il y a une facture énorme, ça veut dire qu'en fait, quand on fait advance de trésorerie, alors, il y a une facture à 350 €.
mais on pas de payer ça. Donc là, il y a 350 € là pour ça. Après, là, il voit le véhicule dire, ah bon, il est trop, mais il peut remettre l'argent. Mais aujourd'hui, il y a 350 € et il a fonctionné à 6 €. Ils sont multinationales, donc il faut respecter le monde. Une question que tu avais posée comme avant, c'est le problème à les îles du Sud, les Saint-Désirades, Marie-Galante. Qui ça a fonctionné au niveau de l'eau? Alors, tu as une idée de l'eau qui est sur les Saint-Équations et machin, mais Marie-Galante, principalement, il faut puiser dans les eaux souterraines, il faut prendre de l'eau dans les nappes souterraines. Il y a un peu calcaire, mais c'est ça. Donc, c'est ça. Mais il y a les mêmes problèmes aussi en réalité. Parce que tout problème là, c'est même un captage, un traitement à l'eau là, et fait en sorte que l'eau là arrive potable à casser. C'est ça, nous. Des irradiations qui ont changé, l'eau salée là, oui. Saint-Martin, ce côté-là, il a fait des salements. Mais son bien coûté cher. Tant qu'on a obtenu de l'eau et qu'on a recueilli ça longtemps, mieux parce que c'est une énergie qu'on a dépensé pour dessaler de l'eau là. Et l'autre problématique là, en TV, deux petits mots comme ça, c'est problème à qualité, enfin traitement les eaux, ces eaux sales là, les eaux usées, comme on va dire en français, ça n'a pas réglé, même en la rue, même en cavouet de l'eau. Le problème là, qu'il a l'air, ou ne peut pas boire de l'eau, ou non, pas boire de l'eau, donc il a fait ça alors qu'il est grave. Si pays là, si y a venu à pays, la zone est excessivement grave. Parce que, regardez, au lieu de nous progresser, les eaux de baignade qui ont dégradé, on veut dire, les eaux de baignade dans tous ces lames-là, c'était bon. À présent, c'est de plus en plus pollué. Parce que, comme à présent, on a consommé, puis on a pollué, puis etc. Et c'est toutes ces stations-là, il n'y a pas aux normes, au lieu de traiter de l'eau là, il y a de l'eau qui pollue, toute la garde de polluer. C'est très très grave, très grave, c'est une problématique. Mais comme vous ne pouvez pas résoudre le problème de l'eau, vous comprenez? Puisque on va imaginer, donc ça va passer au second plan, alors que c'est un problème essentiel. C'est un problème essentiel, puisque nous ne pouvons pas tuer le pays en nous-mêmes. Question à traitement des eaux usées, c'est un monstre à problème. Or, mais ils vont priorité, que c'est de l'eau et de l'eau pour y boire. Or, pour le moment, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, vous avez une seconde. Ok, ben, merci pour votre contribution. On est 13h44, nous avons tourné du côté Ferdi. Et Ferdi, question que poser, de qui bien nous avons parlé là? Est-ce qu'on peut répondre nous en français ou en créole qu'on veut? Ben, Jodla, nous ne pouvons pas parler créole. Donc, Jodla, on ne parler créole. Donc, Jodla, on a proposé de permettre de faire la différence entre ChatGPT, que tout le monde connaît, c'est étalon de référence en nous, puisque c'est la première intelligence artificielle. Il sorti en 2022. Et Mistral, qui sont en intelligence artificielle open source. Donc, c'est de ça nous qu'avons parlé Jodla. Et en qui basote des éléments de comparaison, en qui basote aussi avis en moins, et puis en qui annonce les autres nouveautés pour vendredi prochain. D'accord, ben nous, oui. Nous avons commencé depuis. Oui, on y va, générique. Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. La question qui se pose, quelles sont les différences entre ces deux IA? Alors, Mistral et le GPT. Avant d'entamer, de commencer à parler de l'actualité de notre rubrique d'aujourd'hui, je vais juste lancer un appel à tous les parents, puisque, y compris à Canal 10, on m'a interpellé sur un gros bug qu'il y a eu sur la plateforme Parcoursup. Alors, ne vous inquiétez pas. Rassurez-vous, chaque année, au moment de l'ouverture de la plateforme pour les inscriptions, puisque ça, c'est le 15, il y a souvent des bugs. C'est-à-dire qu'il y a une pression. Tout le monde y va en même temps, le même jour, donc ça crée une pression. Profitons du fait que nous, on a un décalage horaire avec, puisque la France, je conseille à tous les parents d'aller de préférence faire des inscriptions de vos enfants sur Parcoursup le soir. Parce que ça correspond à quoi? Mais ça correspond, en fait, ça correspond à 2h, 3h du matin. Ils dorment, donc il y a moins de pression. Après, si vous avez quand même eu le temps de commencer à faire des vœux, je vous conseille de vous reconnecter à chaque fois et surtout de vérifier si vous avez reçu un accusé-réception. Si vous n'avez pas reçu d'accusé-réception, c'est que le bug a fait que l'information n'est pas arrivée. Donc, recommencez.
Donc, on revient à notre actualité. Mistral et ChatGPT, alors la différence. Alors, on va commencer, Danick, par présenter Mistral qu'on connaît un peu moins que ChatGPT. Juste rappeler que ChatGPT a été créé en 2022. C'est une intelligence artificielle qui a été créée de propriétaires, ça veut dire qu'elle est payante. Certes, il y a une version gratuite, mais qui est très, très limitée. Et c'est la première intelligence artificielle générative qui a révolutionné le monde de l'intelligence artificielle. L'année suivante, 2023, des jeunes Français, donc trentenaires, ont décidé de se lancer aussi dans l'intelligence artificielle. Alors, qui ils sont? Alors, il y a Arthur Mutch qui a fondé, qui est le PDG qui a fondé Mistral, a fait appel à 2 autres personnes pour lancer la première intelligence artificielle. Je veux dire, qui est Arthur Mutch? Arthur Mutch, c'est un jeune qui a fait l'université de Sarclay, ça vous rappelle quelque chose? Notre ancien recteur, M. Galap, qui est à présent président de cette prestigieuse université parisienne. À l'issue de cette université, il a fait le Polytechnique et ensuite a travaillé en tant qu'ingénieur au volet innovation chez Google. Et les 2 collaborateurs qui sont cofondateurs de Mistral, eh bien, ils ont le même parcours, donc polytechniciens, grandes écoles, et eux, par contre, ils étaient chez Meta. Donc, on constate donc on voit que ce sont des experts, des pointus qui ont décidé de créer leur propre intelligence artificielle. Ils ont fait quoi? Eh bien, ils ont fait comme DeepSeek, ils ont décidé de créer une start-up. Ils ont levé pour créer cette intelligence artificielle 105 millions d'euros. ChatGPT a été créé en 2022 et la levée de fonds, il faut savoir que 2 fois par an, les propriétaires d'intelligence artificielle font des levées de fonds pour faire en sorte que leur intelligence artificielle soit performante. Eh bien, le dernier levée de fonds de l'intelligence artificielle de ChatGPT, est-ce que vous avez un ordre de... Donnez-moi un chiffre. Alors, 105 millions d'euros, c'est la levée de fonds pour Mistral. Oui. 6 millions d'euros, souvenez-vous, c'est la levée de fonds pour DeepSeek. Oui. Selon vous, ChatGPT, c'est combien? Le double. 10 fois plus. 6 milliards d'euros. 6 milliards 6 milliards d'euros. La dernière levée de fonds. Hein. Attention, hein. Je vous dis la dernière levée de fonds. Donc, vous comprenez, ça veut dire qu'il faut continuer à me suivre parce que vous allez avoir un tournis quand on vous annoncera les prochains chiffres. Dernière levée de fonds, 6 milliards d'euros. Donc, on voit les chiffres ne sont pas les mêmes. Après, on va avoir la forme juridique des structures. DeepSeek, qui est open source, qui est l'intelligence artificielle chinoise. Mistral, qui est l'intelligence artificielle française open source, tous les 2 sont des startups. Par contre, OpenAI, qui est l'entreprise qui a créé ChatGPT, donc c'est une entreprise, ils appellent ça une firme américaine, donc qui a été créée à but non lucratif. D'accord? Alors, on va aborder aussi un autre critère qui est le critère de la transparence, de la confidentialité. Et là, on veut parler bien sûr des données personnelles. Voilà. Alors, ChatGPT, on a bien dit que le code est inaccessible. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir quelles sont les données qu'il récupère ou qu'il ne récupère pas. Simplement, il faut savoir que tous les pays européens, y compris la Guadeloupe, donc ils font partie de l'Union européenne, je rectifie, qui font partie de l'Union européenne, sont soumis à une loi européenne qui s'appelle la RGPD. C'est quoi? C'est la réglementation pour la protection des données. Monsieur Zandonis, vous connaissez ça. Dès lors qu'on crée un site, on est sur Internet, c'est une obligation pour protéger les données. Donc c'est une loi qui existe depuis 2018 et ChatGPT respecte cette loi. Mais simplement, la protection des données n'est pas suffisante. Il y a moyen de contourner. Et c'est pour ça qu'on dit que l'intelligence artificielle ChatGPT, ça pose problème. Il y a une opacité sur les données qui prennent ou qui ne prennent pas. Alors, on va faire la comparaison avec Mistral. Mistral, on est en totale transparence. Totale transparence, puisque le code est visible, on peut voir qu'est-ce qu'ils prennent. Par contre, Danick, et ils sont soumis non seulement à la RGPD, puisque la France fait partie de l'Union européenne, plus la réglementation française. La France est connue comme étant le pays qui fait le plus de réglementation. Le plus restrictif. Le plus restrictif. Ça veut dire qu'il fait plus de régulation que d'innovation. C'est pour ça peut-être qu'il a cette place-là dans l'IVOC. Voilà. Par contre, attention pour DeepSeek. Alors, j'avais dit que je comparais Mistral, mais j'ai eu tellement de demandes aussi pour savoir DeepSeek. DeepSeek, alors sachez que je n'ai pas encore expérimenter DeepSeek. J'ai préféré expérimenter avant tout Mistral. DeepSeek, attention, c'est chinois.
C'est une revue chinoise qui nous a annoncé les chiffres. Vous connaissez les Chinois, ils disent ce qu'ils ont bien envie de dire. Ils ont annoncé 6 millions. Je suis surprise que ça ne coûte que 6 millions, mais ce n'est pas très grave. Simplement, on ne sait pas exactement, même si le code est visible, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils prennent exactement comme données. Il faut être méfiant sur les données, surtout que la législation, la régulation au niveau des données est beaucoup plus souple que ce qu'on peut trouver en Europe ou en France. Oui, allez-y, monsieur. Non, j'avais demandé par rapport à Mistral, par rapport à ChatGPT. Bon, il y a un qui est open source, l'autre qui ne l'est pas. Au point de vue de l'efficacité. Alors là, on va rentrer dans des éléments techniques et c'est là que ça devient intéressant. Donc, tous les deux, ChatGPT a développé ce qui s'appelle un chat où on peut faire des prompts, où on peut faire des audios. Et Mistral, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont le même chat. DeepSeek aussi a le même chat, sauf que ChatGPT, comme Mistral, comme ChatGPT, a la possibilité de travailler dans son chat à partir sur Canva, gratuitement, comme ChatGPT. Ça, c'est pareil. Ensuite, il y a aussi l'assistant personnel. Donc, ça veut dire, vous savez, c'est toutes ces tâches, répondre au téléphone, toutes ces tâches quotidiennes automatisées. Alors, ce qui est aussi intéressant, donc on a la fonction audio, on a la fonction aussi recherche Internet et il y a la fonction générative. Alors, je vais comparer à une autre intelligence artificielle, c'est Gemini, c'est l'intelligence artificielle Google. Alors, moi, si je dois faire les choix, si je dois faire un petit classement, numéro 1. Je mettrai Mistral. C'est paradoxal. Au stade où on en est, numéro 2, je mettais ChatGPT. Alors, j'ai un problème DeepSeek, je ne l'ai pas essayé, donc je mets pour l'instant de côté. Et Gemini? Gemini est très en retard. Il ne génère pas d'image. Quand on fait des prompts, il nous répond. Je trouve que les réponses ne sont pas directes. Vous verrez, les réponses sur Mistral sont directes. L'interface est beaucoup plus facile et plus agréable que ChatGPT. Et puis, protection des données, moi, je vous invite, vous pouvez d'ores et déjà soit télécharger l'application Mistral. Alors moi, les téléspectateurs qui nous regardent et les étudiants, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez la version gratuite de ChatGPT. Je ne vois aucun intérêt d'utiliser la version gratuite de ChatGPT, Danick. Pourquoi? Parce qu'elle est limitée, elle est moins performante. Non, autant aller sur une version... À la version alors que Mistral est aussi performant que la version payante. Donc, tant qu'à faire, autant aller sur du Mistral qui est gratuit. Mistral n'était pas encore assez connu, c'est ça le problème. C'est pas qu'ils n'étaient pas aussi performants. Donc, il faut savoir qu'ils ont la dernière levée de fonds de Mistral, Danick, elle date de la fin de 2023. Et tenez-vous bien, de 105 millions d'euros, on est passé à 520 millions d'euros de levée de fonds pour que Mistral puisse concurrencer ChatGPT. Bien, merci. On se retrouve lundi pour autre chose. Une dernière annonce, et là j'aimerais bien qu'on voit à l'écran, l'esprit à masse. Donc, il faut savoir qu'on va coller à l'actualité. Notre rubrique Zoom, elle va être remplacée à partir de la semaine prochaine par l'esprit à masse. Donc, c'est une rubrique qu'on propose dans le ZCL pour faire un décryptage du carnaval, décryptage façon campus Luminance. Donc, suivez-nous. On va interviewer des universitaires, des carnavaliers. On va parler de tout ce qui est lié à l'économie du carnaval, les retombées du carnaval, donc pour tout le secteur économique, y compris le tourisme, mais poser la question aussi de l'écosystème, comment sont organisés les groupes, comment y vivent les groupes, voilà. Donc toutes ces questions, mais aussi des questions socioculturelles, Danick. Qu'est-ce que le fouet, la place des femmes dans les groupes. Voilà. Ok, on prend rendez-vous la semaine prochaine. Il est presque l'heure, mais je voudrais quand même qu'on jette un petit coup d'œil sur le moment de détente entre les mères et filles lors des journées solidaires du bien-être parents-enfants. C'est un reportage de Charlie Lagonia. C'est parti. On sait que la grossesse et le postpartum peuvent être des périodes charnières justement où l'on crée le lien avec son bébé et en fait il a été montré que le bien-être des enfants passe aussi par le bien-être parental et le bien-être en famille finalement va influer sur l'épanouissement personnel, professionnel et familial. Donc c'est en là que le bien-être pour tous est important et qu'on avait envie de le rendre accessible à toutes les familles en Guadeloupe. Un moment de
de détente, un petit moment privilégié avec mes filles parce que autrement on est tout le temps en train de gérer la logistique et tout, mais le fait que ce soit encadré, ça va être très agréable pour maman, très agréable pour les filles, alors un petit moment magique entre nous. Grâce à nos partenaires, notamment le Conseil départemental de la Guadeloupe que nous remercions et la Caisse d'épargne, on a pu offrir du coup des prestations de bien-être en famille à 16 familles guadeloupéennes donc, qui ont été sélectionnées par le Conseil départemental. Et ce sont des familles qui n'ont pas forcément l'habitude d'accéder à des prestations de bien-être. Et voilà, là nous sommes sur le deuxième jour des journées solidaires du bien-être par enfant et elles durent jusqu'à demain. Alors moi j'ai vécu longtemps au Canada, donc des espaces comme ça, il y en a beaucoup. J'étais très agréablement surprise de découvrir Cocon de bien-être ici et ça fait vraiment du bien d'avoir un espace dédié aux mamans avec bébé, encadré avec du personnel qualifié, c'est juste extraordinaire. Les prestations de bien-être qu'on propose, donc pour les femmes enceintes, on a proposé le massage prénatal pour vraiment qu'elles puissent avoir un moment de détente pour elles. Et ensuite, pour les parents qui ont déjà des enfants, donc entre 3 et 18 mois, voire 24 mois, on a proposé soit de l'hydrothérapie, donc du spa pour bébé, avec des ateliers massage bébé où on a appris aux mamans à masser leur bébé pour qu'elles puissent reproduire à la maison, et du family spa où là, les parents vont pouvoir rentrer dans la grande baignoire de balnéothérapie pour profiter de cet instant de partage avec leur bébé. Voilà, bien c'est fini pour aujourd'hui. Il est déjà pratiquement 13h58. Je rappelle qu'on a, comme tous les vendredis, notre boucantage médiatique avec Jacques Dancal, Olivier Lancin et Woody Corneli, avec on a un petit peu jeté un œil rétrospectif sur l'actualité médiatique de la Guadeloupe et de l'étranger, puisqu'on a eu l'UREL, on a parlé de l'autonomie alimentaire pour laquelle M. Losbar se bat, mais on a aussi dit ça a intéressé Ismaël, au mouvement indépendantiste silencieux, là, il va dire rien, ces jours-là, ça, parce que ça va passer. Et nous, en 4e l'année à Bonne-Veine. Oui, oui. On va expliquer que nous songeons que Bonne-Veine. 40e l'année, c'est ça, dit à Bonne-Veine. Bon, on a reçu donc Ismaël qui nous a parlé du problème d'avancement, l'état d'avancement du schéma directeur d'alimentation et toutes les difficultés avec Marilène Ferdi. C'est la dernière chronique JCL, puisque après c'est que l'esprit masse. Tous les vendredis. Mais le JCL reste, hein. C'est oui. Une rubrique. Hein, l'esprit masse. Bon, la fermeture de BMW, heureusement pas de BMW, mais ça c'est compliqué quand même là, parce que l'Union BMW, comme ça vaut là, quand il prend pièce là, puisque BMW quand il fermé, et Griffon met en route, c'est ça, il écrit l'Allemagne, mais pas ni pour réponse. Moment de détente entre les mères et les filles lors des journées solidaires du bien-être parents. Et puis on est allé faire un petit tour aussi à Paris avec notre correspondant de ZCL à Paris, Maurice Cessé. Il a donné la parole à Victorin Lurel qui a rencontré le ministre des dernières colonies. Je veux parler de M. Valls. Il va revenir ici. 7e ministre on le parole à moi. Bon, bref, 13h59. Jordan, on a terminé dans le timing. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle séquence du ZCL. Ciao, bye bye. Sur les routes, faites attention qu'on a dit. Pas rouler trop vite. Et pour qu'on avale là demain, on reste fait ni pour mon qui monte. Parce que KMK créé à l'IMAS décidé de mettre en service de sécurité. Et puis il a dit que c'est ça qu'on continue, il a fermé tout le butin. Bon, nous allons arriver ça. Allez, à lundi.